Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau débriefing. François a toujours posé des questions, posé tout type de questions, par exemple se demander pourquoi 81% des Français ne souhaitent pas participer à la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid. Lorsque nous leur demandons pourquoi ils perdent confiance dans la vaccination, ils disent en gros que cela est dû principalement aux mensonges du gouvernement. Ou lorsque nous leur demandons leur perception sur le cancer, 62% disent qu'ils constatent une augmentation importante de cas de cancer. Les Français veulent une réponse. Et c'est pourquoi nous avons discuté avec des scientifiques du monde entier, des avocats, médecins, etc. Nous avons mené plus de 500 entretiens avec diverses personnes afin d'obtenir des réponses parce que nous pensons que lorsque les Français s'interrogent, il est important d'avoir des réponses. L'une des interviews que nous avons récemment réalisées était avec le professeur El Deiri, un oncologue aux États-Unis qui nous a parlé de la contamination dans la production des vaccins à ARN messager. L'un des articles dont il a parlé était celui de McKernam, Rose et Rixey. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jessica Rose et Kevin McKernam dans mon émission, afin de pouvoir réellement discuter de ces différentes questions. Bonjour Jessica, bonjour Kevin, parce que je sais Kevin que c'est le matin chez vous. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. Et Kevin, vous êtes généticien, pionnier des biotechnologies et vous avez participé au projet sur le génome humain. Et Jessica Rose est une mathématicienne appliquée et immunologue. Vous avez travaillé sur la contamination dans un article qui a mis longtemps à paraître et il a été attaqué ou du moins vous êtes interrogé à ce sujet. Et j'aimerais que vous nous expliquiez tous les deux pourquoi vous avez rédigé cet article et ce qui vous a poussé à faire ce travail de recherche et quelles en sont les conséquences. Can I start, Kevin? You go for it, yes. All right. So just for clarification, we've had two papers published Très recently, bien. Pour and it was clarifier les choses, nous the avons one récemment publié deux where we articles et wrote a paper c'était with celui David où nous avons Spieker in rédigé un Canada, which was article avec also David on DNA Spyker du contamination in Canada Moderna and Pfizer qui lots. traitait This également de la paper took a long contamination time de to get l'ADN published. I mean, I dans think it les was lots over 2 Moderna et years. Pfizer. And Cet yes, article a mis we longtemps were à être publié et attacked je all pense que along ça a the pris way. plus de 2 ans. It was, Et oui, we nous avons submitted it été to 4 or attaqués 5 other tout au long journals du and it got just chemin rejected et nous before l'avons we soumis actually à 4 ou got 5 an autres revues et accepted il for a été review and rejeté avant certificate of même d'être immunity. So examiné. that paper Nous avons is reçu une réponse positive it's been through pour the ringer examen and de it's la part also under d'Auto-Immunity. investigation right now. Et So we donc can cet talk article about a that. été mis à But rude this épreuve more et il recent fait paper, également l'objet d'une it enquête en didn't ce take so moment long at donc all to nous get pouvons through en peer parler. review, which we're very happy Mais about because it's cet very article plus important work. récent, il n'a And pas it's fallu basically longtemps the pour qu'il product fasse of l'évaluation excellent par les pairs, momentum. ce dont nous sommes très heureux And parce que eh bien, c'est un we travail très basically, me and important et Charles c'est and Kevin essentiellement le résultat d'une took 2 excellente days dynamique. over Et en Veterans gros, Day Charles, and Kevin the et following moi day avons pris to 2 jours pendant le do jour du incredible amounts of souvenir work et le that lendemain involved pour effectuer un quantifying travail DNA considérable from consistant à completely quantifier unopened Moderna l'ADN and Pfizer provenant de vials from flacons totalement Japan intacts de using Moderna et Pfizer provenant du qPCR, Japon fluorometry, à and l'aide de la also qPCR, toaster de la nanopore sequencing. So fluorimétrie we hit it from et 3 également angles. le séquençage And Oxford the nanopore. results were Nous avons donc definitive. abordé la question sous 3 angles And différents they et les proved résultats étaient how sans and appel. why Les résultats montrent the comment DNA et is pourquoi actually in the l'ADN se vials, which trouve is a en very fait dans important les question flacons. to Et c'est une answer. question So très importante à laquelle il faut I'll leave répondre. that Je vais donc laisser introduction cette introduction door open ouverte for pour que Kevin to Kevin continue. puisse continuer. Thank you very much, Jessica. Alors une partie de l'intérêt de réaliser ce travail ultérieur résidait dans le fait que de nombreux articles ont été publiés sur la contamination de l'ADN dans les vaccins et tout le monde utilisait des méthodes légèrement différentes pour le montrer en obtenant des résultats légèrement différents. Il y a peut-être 10 ou 12 articles à présent, dont un article qui est arrivé par des lycéens qui ont travaillé dans un laboratoire de la FDA. Mais 2 articles en particulier ont été publiés qui contiennent davantage. Et ces laboratoires bénéficient d'un financement plus important de la part de l'industrie des vaccins et ils sont un peu plus sceptiques quant aux conclusions de nos articles. Un débat sain, donc, mais le conflit doit être mentionné. Les 2 articles sont celui de Kaiser et celui de ACHS.
Je pense que l'article de Kaiser provient d'un groupe qui bénéficie d'un financement partiel de la DFG. En Allemagne, DFG est connu pour avoir investi massivement dans le programme de vaccination, y compris le financement des 2 fondateurs de BioNTech dans le domaine des biotechnologies. L'autre vient de Sensible Biotech et rejoint un groupe de Slovaques. Maintenant, la confusion qui règne dans ce domaine est quelque peu prévisible. Si vous lisez les brevets de Moderna sur ces vaccins, ils ont un raisonnement alambiqué pour expliquer de ne pas utiliser le QPCR pour mesurer l'ADN contaminant, ce que tout le monde fait. Et c'est pourquoi nous obtenons tous des résultats légèrement différents. Nous avons décidé de faire une QPCR, mais aussi d'utiliser une alternative, méthode permettant simplement de recouper les résultats de la QPCR conformément aux recommandations de Moderna. Ce faisant, nous pouvons constater une contamination de l'ADN beaucoup plus importante. Nous avons cherché à comprendre pourquoi. Pourquoi les résultats obtenus avec la QPCR varient-ils d'une personne à l'autre? Il s'avère qu'il y a un mécanisme particulier impliqué que nous avons identifié et qui, selon nous, est à l'origine de cette divergence. Et cela a conduit à beaucoup de régulateurs dans la mauvaise direction. Je pense que le message important à retenir ici est que si vous ne mesurez pas qu'une seule petite partie de l'ADN plasmatique, vous êtes extrêmement sujet à une erreur de mesure d'un facteur d'environ 10 000. Si vous mesurez une autre région, comme la région du spike, vous obtenez environ 100 fois plus d'ADN. Je pense que c'est la principale différence que les gens remarquent si vous mesurez spike ou si vous mesurez autre chose que la zone spike par QPCR. Maintenant, cette étude est importante car elle apporte une réponse à bon nombre d'observations faites sur le terrain. Afin de mesurer la persistance de l'ADN ou de l'ARN à l'intérieur des patients, les observations devraient être faites sur la spike. Et c'est la zone que les régulateurs ne mesurent pas. Il y a 5 ou 6 documents que nous pouvons examiner. Je vais les énumérer très brièvement, mais il y a un article de Castruida qui montre la persistance de l'ADN ou de l'ARN dans le plasma pendant 28 jours. Je parle de persistance de l'ADN ou de l'ARN parce que les méthodes utilisées par ces personnes ne faisant pas la distinction entre les deux, ils utilisent une RT-QPCR qui a tendance à amplifier les 2 éléments et nous ne savons donc pas ce que c'est, mais cela pourrait être une combinaison des 2. En dehors de l'article de Castruida, il y a l'article de Crowson qui montre qu'il reste 30 jours dans un tissu cardiaque. L'article de Roltgen montre que cela dure 60 jours dans les ganglions lymphatiques. L'article de Gonzalez qui montre que cela dure de 2 à 10 jours dans le placenta. Et il y a un article de Hanna qui montre sa présence dans le lait maternel pendant environ 1 semaine. Et la persistance la plus longue observée à ce jour, celle de l'article d'Ota, qui montre une persistance de 17 mois dans les artères cérébrales. Il y a donc ces observations constantes selon lesquelles l'ADN et l'ARN restent présents pendant plus de 48 heures et ont été découverts dans les tissus hors du muscle où il y a eu l'injection, ce qui soulève certaines questions relatives à la biodistribution. Si l'on ajoute à cela le fait que plusieurs journaux constatent également une augmentation de la persistance de la protéine spike, une étude de Yale a révélé une persistance de plus de 700 jours et l'article de Patterson l'a trouvé au bout de 245 jours. Nous avons donc un problème, l'ADN et l'ARN restent plus longtemps dans l'organisme et nous avons des protéines spike qui restent plus longtemps que prévu. Et tout cela semble correspondre aux symptômes du Covid long ou des symptômes d'effets indésirables du vaccin. Il existe donc une corrélation clinique avec ce problème de persistance et elle est bien supérieure à ce qui était promis sur le papier. Il y a donc un problème de consentement éclairé. Notre article tente donc de mettre en évidence le mécanisme sur lequel repose le fait que nous obtenons des résultats différents et pourquoi les régulateurs sont déconcertés par cela. And just to throw in some Et juste pour en rajouter un peu plus, je vais appeler ça un résumé pour ceux qui ne sont pas familiers avec la biochimie ou la génomique. On nous a dit, tout le monde s'en souviendra, qu'il est très important de tenir compte du fait que les gens veulent des réponses. Ce qui est le point de départ de cet entretien, à savoir pourquoi les taux de cancer augmentent dans la perception du public. Par exemple, on nous dit tout d'abord que l'ARN messager modifié par le nucléoside, se dégraderait relativement rapidement. Mais ceci n'est pas vrai. Il a été conçu pour durer longtemps et pour échapper aux réponses immunitaires innées permettant que davantage de protéines spike puissent être traduites. C'est donc un mensonge. À mon avis, c'était de la tromperie, car il savait que cela ne se dégraderait pas rapidement.
Et on nous a dit explicitement que l'ADN ne poserait aucun problème. J'invite tout le monde à aller vérifier sur le site du CDC. On nous a toujours dit, et ils le maintiennent encore, qu'avec ces injections, il n'y aurait pas de problème pour l'ADN, mais ce n'est pas le cas. Et il ne s'agit pas seulement de fragments d'ADN étrangers. Nous parlons peut-être de plasmides entiers. Et cela a donc de très nombreuses répercussions, sans même parler de fragments spécifiques d'ADN que nous avons découverts, tels que le promoteur activateur SV40 dans les produits Pfizer. Quand on prend en considération ce que nous constatons, pas seulement la persistance de l'ARN et de l'ADN, aussi celle de Spike, et que ceci est publié dans la littérature scientifique. Cela vous pousse à réfléchir lorsque vous étudiez ce sujet. Est-ce que l'intégration devient un problème ou pas? Maintenant, on sait que c'est une possibilité. Et je pense que cela vaut vraiment la peine de répondre à cette question de manière méthodique et sérieuse. Nous devons découvrir ce qui se passe ici, car si les événements d'intégration existent, nous devons savoir pour qui, pourquoi et ce que nous pouvons faire pour l'arrêter, par exemple. La première chose que nous pouvons faire pour y mettre fin, ce qui semble être ce que le public souhaite ou exprime dans leur opinion de ne plus vouloir se faire vacciner jusqu'à ce qu'ils aient des réponses définitives. Et c'est tout simplement intelligent, c'est du bon sens. Encore une chose sur le sujet de l'intégration. Nous n'avons même pas besoin de cela pour induire certaines voies cancéreuses. Si des fragments d'ADN étrangers sont introduits à l'intérieur des cellules via des vecteurs à base de nanoparticules lipidiques, alors les voies du cancer peuvent être induites automatiquement par leur simple présence dans le cytosol. Nous pouvons donc en parler davantage également. C'est un point important car je ne pense pas que quelqu'un ait vraiment montré à ce jour une preuve irréfutable de l'intégration, même si peu de gens s'y intéressent. C'est un détail important, mais c'est souvent là que les fact-checkers vont ou ont tendance à se diriger pour dire qu'il n'y a aucune preuve d'intégration, même si personne ne cherche. Mais Jess soulève ici un point très important, à savoir qu'il y a 2 étapes avant l'intégration qui sont susceptibles de se produire dans la plupart des cas, à savoir que chaque personne qui reçoit un vaccin obtient sans doute l'introduction cytosolique de l'ADN. C'est garanti, car lorsque l'ARN messager pénètre dans la cellule, l'ADN l'accompagne. Cela touche précisément à ce cheminement auquel Jess fait allusion, connu sous le nom de Gasting Pathway, qui signifie stimulation des gènes de l'interféron. Pour les gènes chroniques, si vous les stimulez de manière chronique, il existe un article de Kwan et al. Qui traite de ce sujet, de la détection de l'ADN cytosolique. Si vous attaquez plusieurs fois les cellules avec ça et que vous déclenchez cette voie, cela peut entraîner soit l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire, soit une croissance, c'est-à-dire l'oncogénèse. Comme les gens ont reçu des doses répétées de ces substances, nous devons donc supposer qu'ils ont été stimulés de manière chronique par l'ADN cytosolique. La deuxième chose, qui est en quelque sorte une étape intermédiaire entre l'introduction cytosolique et l'intégration, est que certains de ces plasmides peuvent s'auto-reproduire et persister sous forme de plasmides épisomiques à l'intérieur d'une cellule. Ils n'ont pas besoin de s'intégrer, mais ils peuvent tout de même se reproduire par division cellulaire. Nous n'en savons pas beaucoup sur ce sujet. Je soupçonne que cela se produit probablement plus fréquemment que l'intégration, si cela se produit principalement parce que le plasmide dans le vaccin de Pfizer a été conçu pour cela. C'est un plasmide qui possède des promoteurs mammifères et des origines de réplication mammifère. C'est utilisé en thérapie génique. En réalité, son objectif est de reproduire à l'intérieur d'1 million de cellules. Et dans l'article que vous avez mentionné, le plus récent, nous avons trouvé 5200 paires de bases d'ADN dans certains vaccins. Maintenant, ce qui nous effraie, c'est que les séquenceurs que nous utilisons pour lire l'ADN ne peuvent pas lire des cercles complets. Il y a une probabilité que les nanopores qui doivent faire passer de l'ADN linéaire à travers un pore pour le lire et que les cercles n'y entrent pas. Donc, si nous obtenons des éléments aussi longs et nous avons un séquenceur qui ne peut pas lire les cercles, il y a fort à parier qu'il existe des lots de vaccins qui contiennent des plasmides tout à fait efficaces. À ce jour, nous n'avons probablement effectué que des séquençages avec peut-être une demi-douzaine ou une douzaine de flacons. Si vous examinez l'ensemble des travaux de tous les chercheurs, de Didier Raoult à Philippe Bucco, à notre étude, il y a au total qu'une douzaine de flacons qui ont été séquencés. Aucun d'entre eux ne vient des tristement célèbres lots E.
Cela soulève certaines inquiétudes quant au fait que nous ne disposons pas d'un échantillon suffisamment large pour trouver le taux d'événements indésirables. Le taux d'effets indésirables dont j'ai pris connaissance se situe entre 1 sur 200 et 1 sur 800. Le chiffre 1 sur 800 provient de... Qui en est l'auteur? Son nom me reviendra plus tard, mais il y a un très bon article à ce sujet. Le taux d'effets indésirables graves signalé par un médecin présenté à la FDA est d'environ 1 personne sur 800. Nous devons donc vraiment nous atteler au séquençage d'au moins 800 flacons pour trouver ce qui pourrait être à l'origine des effets indésirables graves. Et nous n'avons donc pas assez approfondi le sujet. Donc, une fois que vous commencez à voir des fragments d'ADN de 5000 paires de bases dans certains flacons et qu'ils proviennent de flacons qui ne présentent pas vraiment un taux élevé d'effets indésirables, vous devez supposer qu'il existe peut-être des plasmides complets dans des lots qui sont très dommageables. Et nous avons besoin d'études plus approfondies pour comprendre cela. Oui, et ce n'est pas comme si eux n'avaient pas les ressources nécessaires. Par eux, j'entends les fabricants et les gouvernements eux-mêmes. Ils disposent des ressources financières et mécaniques nécessaires pour mener à bien tout cela. D'après ce que j'ai compris, cela ne coûterait même pas très cher. Cela ne prendrait pas beaucoup de temps. Je veux dire, ce que nous avons accompli en 2 jours, à seulement 3 personnes, était une énorme quantité de travail. Ça ne donne pas de crédit au travail qui a été réalisé en termes de réponses et de bonnes questions ou d'apporter des réponses à des questions, ce qui est littéralement ce que nous devons faire maintenant. On a attendu du public qu'il prenne part sans aucune donnée réelle à ce que j'appelle une expérimentation. Et quand le public veut savoir pourquoi des événements secondaires se produisent, après avoir été soumis à cette expérience, eh bien c'est le silence. La réponse n'est pas équilibrée. J'ai mis l'article dans le chat, c'est du docteur Joseph Freiman. Ah oui, Freiman. Sur les effets indésirables, je vais y jeter un œil plus tard. Merci beaucoup pour cette longue explication. Les agences de communication et les agences gouvernementales ont dit que ces produits étaient sûrs et efficaces. Ce sur quoi se porte votre questionnement, c'est s'il y a des problèmes de production qui pourraient effectivement être liés et vous questionnez si ces équipes enquêtent réellement sur ces questions, comme le demandent les Français, comme le demandent de nombreux autres citoyens. Il y a un élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, mais aussi pour notre audience, c'est que dans le contrat, du moins dans les contrats européens, il relevait des agences de régulation de chaque pays individuel d'effectuer l'évaluation de la qualité lorsqu'ils ont reçu les flacons de vaccins. Et nous ne savons pas s'ils l'ont réellement fait, mais nous savons qu'ils étaient soumis à une pression intense pour promouvoir la vaccination. Et ils avaient 5 jours pour le faire. La question est donc, qu'ont-ils pu faire en 5 jours pour contrôler la qualité? Parce que Kevin, d'après ce que je comprends, et malgré mon manque de connaissance du niveau de détail de ce dont vous avez parlé, mais il semble y avoir un problème de qualité dans la production. Oui, je ne sais pas comment ils ont pu contrôler la qualité de manière complète de ces fioles en 5 jours. Ce que nous avons fait, c'est simplement examiner un élément ici, l'ADN. Et cela a pris 2 jours avec 3 personnes. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais cela ne représente qu'une infime partie du problème. En plus de rechercher l'ADN résiduel, leur tâche consistait à examiner l'intégrité de l'ARN avec la qualité du LNP. Il y a une longue liste de contrôles qualité qu'ils doivent effectuer pour cela. Je ne sais même pas si c'est faisable en 5 jours. Mais ce que l'on sait grâce à notre enquête sur ce sujet, c'est qu'aucun des organismes de réglementation ne réalise réellement ces tests de manière indépendante. Ils demandent aux sponsors de les gérer et font confiance à leurs chiffres. La seule agence que nous avons vue tenter d'examiner l'ADN est la TGA. Ils ont affirmé l'avoir fait. Ils ont affirmé examiner le gène CAN. Mais tous les protocoles qu'ils ont rendus publics ont été expurgés. Personne d'autre ne peut vraiment les examiner de près pour voir s'ils présentent des défauts dans des méthodes qu'ils utilisent. Si j'évoque les activités de la TGA, c'est parce que nous savons, d'après l'article que nous venons juste de publier, qu'il suffit de préciser que si vous recherchez uniquement dans une région telle que le gène CAN, vous pouvez vous tromper de 100%. En fait, nous pensons que c'est le cas car chaque fois que nous examinons cette région, cela est toujours facilement digéré par les ADN. Donc, à propos de la contamination de l'ADN, les gens doivent comprendre que tout l'ARN est généré à partir de l'ADN. Ils créent d'abord un modèle d'ADN. Il existe 2 mécanismes différents pour créer ce modèle d'ADN qui a changé après l'essai clinique. L'essai clinique a initialement
initialement débuté avec de l'ADN obtenu par PCR. Ils amplifiaient par PCR uniquement la région spike de 5000 paires de bases à partir de plasmides. Et lorsque vous effectuez une PCR, deux choses changent radicalement. Premièrement, vous pouvez ajouter un groupe fonctionnel appelé biotine au produit PCR afin de pouvoir facilement extraire l'ADN de la solution. C'est différent de la solution avec laquelle ils ont fait la production de masse. Ils sont passés de cette méthode PCR à un système de fabrication basé sur les plasmides. Ils ne devraient pas pouvoir faire cela. Il est plus difficile de nettoyer l'ADN dans ce que l'on appelle le processus 2. Le processus 1 a été utilisé pour l'essai. Ceci est tiré de l'article publié dans le BMJ par Recep Levy et Josh Getsko. Ils utilisent le PCR pour fabriquer l'ADN à partir duquel ils vont fabriquer l'ARN. L'autre effet de la PCR est qu'elle efface le statut de méthylation de l'ADN. Et c'est important car ce sont des signatures méthyliques qui enseignent aux cellules si l'ADN est son propre ADN ou de l'ADN étranger. Et avec un ADN étranger, la voie de ségastine est plus endommagée que s'il s'agit de son propre ADN. Le PCR élimine donc tout cela, alors que les plasmides ont tendance à le méthyler selon la cellule hôte dans laquelle elle se développe, à savoir E. coli. Et E. coli a tendance à méthyler les A. Et cela signifie que lorsque cet ADN est introduit dans la cellule commence à détecter des signes de septicémie et pense qu'il y a en fait un envahisseur étranger ou un virus dans la cellule. Ainsi, la voie ségastine passe à la vitesse supérieure. Ils ont donc effectué ce changement, passant du processus 1 au processus 2. L'ADN a considérablement changé, puisqu'auparavant, il ne se trouvait que dans la région de la spike, qu'il y avait ce plasmide présent partout. Et le plasmide entier est accompagné de tous ces autres composants d'ADN, ce qui n'était pas déclaré lors du processus de consentement éclairé, et qu'ils sont associés avec différents groupes méthyl qui les rendent plus actifs pour cette voie cancéreuse qui nous préoccupe. Donc, dans cette transition, ce qui aurait dû se produire, c'est qu'ils auraient dû faire des tests PCR supplémentaires ou une méthode totalement différente pour mesurer tout l'ADN qui pouvait s'y trouver. Parce que lorsque vous mesurez une toute petite région de 100 paires de bases, vous devez faire toutes sortes d'extrapolations mathématiques pour déterminer combien d'ADN il y a réellement. Vous ne mesurez qu'une infime partie et faites des suppositions sur le reste de l'ADN contenu provenant de ce minuscule morceau. Cela comporte toutes sortes de défauts. La raison pour laquelle nous avons utilisé plusieurs méthodes, c'est que nous avons constaté dans 5 études différentes avec PCR des différences d'un facteur 100 de la spike dans la chaîne principale du plasmide. Nous avons pu le constater dans l'étude de Philippe Bucco, dans l'étude de Sonja Pekova, dans l'étude de Davy Speicher et dans certains de nos premiers travaux que nous avons publiés sous forme de prépublication. Cet écart entre l'examen de la spike et le reste du plasmide explique pourquoi nous pensons que les régulateurs manquent de considérer ce point sur la qualité. Le TGA a été accusé de chercher au mauvais endroit. Cela soulève, je pense, un gros problème réglementaire d'un tout autre ordre. Les régulateurs ont été orientés à chercher au mauvais endroit. C'est quelque chose qui, selon moi, est très délibéré, car dans les fuites de l'EMA qui se sont produites avec Pfizer, ils ont fait un test pour chercher l'ADN dans la région de spike par qPCR, mais ils ne rapportent jamais le CT, la valeur d'amplification, ou la valeur quantitative qui en découle. Les fabricants conçoivent ensuite un autre test dans la mauvaise partie du plasmide et demandent aux régulateurs de l'utiliser. Il s'agit là d'une tentative délibérée de désinformer les régulateurs. Ils connaissaient la réponse et ils la cachent et ils les ont mis dans la mauvaise direction pour les induire en erreur. Oui, mais c'est pire que ça. Juste en guise d'explication détaillée, l'une des principales informations de notre article est que nous avons ajouté tout d'abord, souvenez-vous de ce que Kevin vient de dire à propos du processus 2. Ils utilisent un système plasmidique E. coli et l'ADN qui reste pose problème. La dernière étape du processus de synthèse, la synthèse du nucléoside modifié, l'ARN messager issu de cet ADN sert à tout nettoyer car à la fin, vous voulez simplement un ARN messager modifié par un nucléoside encapsulé dans votre nanoparticule lipidique. Pour ce faire, ils dégradent l'ADN qu'ils anticipent subsister après la réaction avec une substance appelée DNASE1. Maintenant, c'est publié et c'est reconnu que cela ne peut pas dégrader les hybrides ADN-ARN. Donc, dans le cadre de ce processus de synthèse, vous avez affaire à des matrices d'ADN qui seront finalement utilisées dans la réaction de transcription in vitro pour produire votre ARN messager. Et ces éléments vont parfois se compléter. Ils vont donc rester collés ensemble.
Et ils vont vraiment rester ensemble à cause de la pseudo-uridine N1-méthyle, car ils ont une température de fusion plus élevée. Ils ne sont donc pas seulement solidement attachés, mais aussi difficiles à séparer. Quoi qu'il en soit, les enzymes qu'ils ont utilisées à la fin du processus n'agissent pas sur ces hybrides. Et ces hybrides vont se former dans le contexte de spike, car c'est le gène que vous souhaitez réellement transcrire individuellement afin de créer votre modèle MRA. Nous avons donc ajouté, ou plutôt Kevin a ajouté, quelque chose appelé DNASE-XT, qui est une enzyme qui agit vraiment sur les hybrides ARN-ADN. Et nous avons assisté à un changement le long de l'axe X de notre QPCR vers la droite, ce qui signifie que, oh surprise, nous avons la preuve solide que cette enzyme agit sur ces hybrides qui ont été laissés de côté. J'ai donc du mal à croire qu'ils n'étaient pas conscients que cela allait poser un problème potentiel pendant la voie de synthèse en premier lieu, pendant le processus de nettoyage. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas réalisé que cette DNASEI n'allait pas agir sur les hybrides s'ils se sont formés? Comment est-il possible qu'ils disposent de ce test pour rechercher le gène CAN? C'est comme s'ils cherchaient quelque chose qu'ils ne trouveront jamais. Et puis tout à coup, ils annoncent « Oh, il n'y a pas d'ADN ». Alors qu'en réalité, ils ont été envoyés sur la mauvaise voie. Si vous considérez le processus PCR et le processus 1, il n'amplifie pas cette région, alors pourquoi cibler cette région si vous ne l'amplifiez pas? Exactement. C'est donc presque comme s'ils savaient, pendant qu'ils menaient à bien le processus, que cela allait de toute façon se produire. Alors c'est comme si on jouait à cache-cache avec la balle. Kevin and Jessica, sorry, please go on, Kevin. Non, je voulais juste souligner le fait que Jessica ne fait pas de spéculation ici, qu'ils auraient dû savoir. On savait dès 1987, d'après la littérature scientifique, que cette enzyme avait cette fonction. Et cela a même été publié par les scientifiques de BioNTech eux-mêmes. Ils le savent donc, ils savent que cette enzyme... Ils citent l'article dans leur étude, ils l'ont écrit eux-mêmes, l'étude est Lenk et al. Oui, nous l'avons cité dans notre article. Ils sont donc très conscients qu'il y a 100 fois moins d'activité sur les hybrides ARN-ADN avec cette enzyme. Et c'est exactement ce que tout le monde voit. Ils constatent une différence considérable entre la spike et la CAN. Et ils envoient les régulateurs vers la zone CAN, ce qui est clairement pour moi une tromperie. Ils ne font pas cela par accident. Il s'agit là d'une manière très délibérée et ciblée de tromper les régulateurs. Alors, Kevin et Jessica, si nous passons à la deuxième partie de l'entretien et parlons vraiment des conséquences et la façon dont vous avez été attaqués. En fait, ce que vous faites, c'est répondre aux questions du grand public. Et les questions qui se posent, y a-t-il un lien potentiel? Pouvons-nous réellement essayer d'expliquer? Vous vous occupez donc d'une partie de travail des autorités de réglementation. Nous savons qu'aucune étude sur la génotoxicité et la biodistribution n'ont été soumises dans le cadre de l'autorisation anticipée de ces produits. Et maintenant que vous avez publié vos articles, vous êtes attaqué. Avez-vous des contacts avec les régulateurs ou les autorités? Vous demandent-ils vos observations? Se sont-ils intéressés aux recherches que vous faites? Parce qu'en substance, vous faites leur travail. Quiconque tente d'apporter des preuves concrètes concernant un accident d'avion ou tout autre événement, tout autre accident industriel serait probablement pris en considération. Et vous ne lisez pas dans une boule de cristal, vous faites de vrais travaux scientifiques. En réalité, votre analyse factuelle devrait être prise en considération. Pourriez-vous nous parler des attaques dont vous faites l'objet, mais aussi l'accueil que vous réserve la communauté scientifique et la communauté réglementaire? Je voudrais revenir sur un point que vous avez soulevé et qui est très important, la distinction importante entre le secteur aérien et l'industrie pharmaceutique aux États-Unis, et que dans le secteur aérien, c'est la FFA qui approuve les avions, et c'est le National Transportation et le Bureau de la sécurité, le NTSB, qui enquêtent sur les accidents. Et la raison pour laquelle ces rôles sont séparés est que nous avons constaté au fil du temps, c'est la nature humaine, que les personnes qui approuvent les choses sont les moins susceptibles de réaliser les meilleures enquêtes. Ils ne veulent tout simplement pas admettre qu'ils avaient tort. Donc des organismes indépendants.
Oui, nous devrions avoir un organisme indépendant qui se penche sur cette question et non les personnes qui l'ont approuvée. Car je pense qu'il y a tout simplement trop de responsabilité et culpabilité en jeu pour leur demander d'enquêter sur leurs propres travaux. Cela dit, non, il n'y a pas beaucoup de réactions. Nous avons signalé ce problème à la FDA lorsque nous l'avons découvert pour la première fois, je crois en 2003. Mais les choses ont changé. Le comité ACIP actuel est à vrai dire très attentif à cela. Et il y a de nouveaux membres dans l'administration de la FDA, Tracy Beth Hogg, qui a mentionné à la télé qu'ils allaient se pencher sur cette question. Et je lui offre ce document pour qu'elle sache que si elle se penche sur ce sujet, elle ne doit pas regarder comme Pfizer lui demande de le faire. Regardez les choses sous un autre angle, car ils vont vous induire en erreur. Ils en sont donc conscients. Nous espérons que cela aboutira à une enquête plus honnête sur ce qui se passe sur ce sujet. Maintenant, pour revenir à votre remarque sur la signification clinique, je pense que ce qui fait que les gens se mettent à nous attaquer, c'est quand nous commençons à parler des liens, des corrélations et de causalité, car nous ne pouvons pas le faire pour l'instant. Nous n'avons vraiment aucune idée précise de la taille des lots disponibles. Par le passé, nous avons essayé de montrer la corrélation entre la quantité d'ADN dans les flacons et le nombre d'effets indésirables. Et c'est une affirmation très spécieuse. Oui, on peut trouver une certaine corrélation, mais on ne sait pas si elle est causale, principalement parce que la taille des lots varie de manière importante. Supposons donc que nous ayons un lot qui présente une concentration en ADN très élevée et qui a un indice élevé d'effets indésirables. Vous devez savoir si ce lot a été administré à 10 millions de personnes ou à 100 000 personnes. Ce qui soulève la question suivante, pourquoi n'avons-nous pas la taille du lot? Pourquoi ne nous est-elle pas fournie? Pourquoi? Cela fait-il 5 ans que nous attendons? C'est ma question principale. Oui, et s'ils veulent vraiment répondre à cette question, ils doivent divulguer la taille des lots. Sinon, nous ne pouvons pas y remédier. C'est ainsi que notre article a été attaqué. Notre premier article, celui publié avec David Spyker, a eu beaucoup de critiques et d'attaques. J'ai essayé d'être très prudent et j'ai dit, écoutez, il ne s'agit là que d'une corrélation préliminaire. Nous ne pouvons pas évaluer si cela est vrai, car nous ne connaissons pas la taille des lots. C'est pourquoi les corrélations sont probablement assez déroutantes à ce stade. Mais le simple fait de mentionner des événements indésirables dans un tel article suscite toutes sortes de réactions. Si vous voulez, ces attaques se manifestent sous des formes très étranges. Il existe donc une organisation appelée PubPeer. Nous avons tendance à les appeler PubSmear parce que nous les trouvons pas très crédibles. Mais ils sont très agressifs lorsqu'il s'agit de déposer des plaintes auprès des revues, pour que les revues s'inquiètent d'avoir publié quelque chose qui n'est pas crédible. C'est en fait leur mode opératoire pour être clair, c'est pourquoi ils existent. Oui, ils veulent vendre des logiciels. Et si les revues en ont assez de ces problèmes, ils peuvent installer le logiciel PubPeer afin que moins d'articles passent entre les mailles du filet, et par exemple avec des artefacts d'analyse d'images. Il y a donc une motivation commerciale pour que le site signale autant d'articles que possible, pour convaincre autant de revues que possible d'adopter leur logiciel. PubPeer est comme un réseau social où les gens vont discuter, techniquement parlant. Ce devrait être cela, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est un modèle commercial. Ils essaient de prétendre qu'il s'agit d'un système open source, mais nous avons été censurés à partir de là. Quand on nous a demandé Lorsque nos articles ont été contestés, ils ont rejeté nos commentaires. Il y a longtemps, j'ai déposé une plainte concernant l'article de Corman Drosten sur le PCR, et ils continuent à supprimer toutes mes remarques concernant cet article. Deuxièmement, nous ne connaissons pas les conflits que ces personnes ont, et certains d'entre eux prétendent être des investisseurs. Mais des investisseurs dans quoi? Êtes-vous investisseur dans Moderna, Pfizer? Il s'agit là d'une asymétrie assez importante, car une personne qui publie un article doit déclarer ces éléments, et ils peuvent vous attaquer anonymement sans aucun conflit d'intérêt. Leur financement provient d'un groupe, la Fondation Arnold, qui ont récupéré leur argent suite à la faillite brutale d'Enron. Ils font partie des rares personnes à avoir récupéré leur argent auprès d'Enron, ce qui est surprenant. Mais ils financent également Retraction Watch, et ils ont financé des campagnes. Et pour faire tomber RFK Junior. Ils ont financé des personnes qui ont rejeté l'avertissement boîte noire sur le vaccin. Ils ont même financé le laboratoire de Ralph Baric grâce à une subvention. Il ne s'agit donc pas d'une organisation apolitique. Non. Il s'agit d'une organisation qui a un programme. Et PubPeer fait partie de ce programme qui consiste à supprimer les articles qui pourraient avoir une influence sur leurs investissements. Il faut donc l'aborder avec prudence. Et souvent, ce qui s'y trouve, ce sont des études qui sont déjà parues dans les revues après
évaluation par les pairs. Et dans notre cas, les commentaires qu'ils ont publiés sur l'article de David Spaker ont tous été pris en compte dans le cadre de l'évaluation par les pairs. Mais l'évaluation par les pairs de ce journal n'est pas publique. Un côté est public, car l'un de ses membres a divulgué l'information sur son évaluation, alors que c'est contraire aux accords de confidentialité avec le journal. Nous avons reçu une personne qui a soumis son évaluation de notre travail au site Retraction Watch, qui, comme nous l'avons déjà mentionné, est financièrement lié à PubPeer. Ils n'ont publié qu'une seule partie de la revue et ils ont l'autre partie cachée. Ce faisant, ils ont révélé qui ils étaient. C'est un peu un accident de leur part. Ils ont laissé leur nom dans les métadonnées du fichier PDF et nous avons découvert que la personne qui a fait cela a reçu un financement de la DFG. Et la DFG a investi 300 millions de dollars dans COVAX et a financé les fondateurs de BioNTech. Cette personne a également critiqué un autre article dans le même domaine, rédigé par Bridget Koenig d'Allemagne. Elle a publié des articles montrant la contamination de l'ADN à l'aide de fluométrie. Lorsque le MDPI a tenté de résoudre ce différend, Bridget a fait part de ses critiques concernant cette personne dont le nom est public. C'est Ralph Marchalik. Bridget a présenté ses corrections aux critiques de Marchalik. Il a quitté le débat et s'est précipité pour publier ses préoccupations dans une autre étude en préprint. Cette personne est connue pour avoir quelques antécédents de jeu déloyal. Deuxièmement, lorsqu'il a divulgué sa revue de notre étude à Retraction Watch, il a affirmé avoir rejeté l'article. Et si vous lisez attentivement l'article de Retraction Watch, on peut lire qu'ils ont demandé à l'éditeur Taylor & Francis « Ralph a-t-il rejeté l'étude ?» Ils ont répondu que non, il ne l'avait pas fait. Ralph a en fait approuvé notre étude avec les modifications qui lui ont été soumises. Son commentaire selon lequel il l'a rejeté ne correspond pas à nos données. Non, c'est juste de la jalousie, il est juste énervé que ça a été accepté et que l'éditeur ait décidé de le publier. De toute façon, parce que c'est vrai. Et il a également un conflit car il est aussi l'auteur sur l'étude de Kaiser. Donc il est l'auteur de l'un des deux articles qui ont tenté de réfuter cette théorie. Il aurait donc dû se récuser car notre article arrive bien avant le sien. Et il ne devrait pas attaquer notre article de manière anonyme s'il a fait partie de la critique de notre article. Il aurait donc dû se récuser pour cette seule raison. Deuxièmement, il aurait dû se récuser car il se trouve en situation de conflit d'intérêts et il est financé par l'agence allemande qui est en fait très favorable au programme de vaccination à ARN messager. Cette publication s'apparente donc un peu à un combat de boxe. Il semble y avoir quelques bons coups et des coups sous la ceinture, etc. Mais bénéficiez-vous d'un soutien de la part des autorités du NIH aux États-Unis où il existe un décret du président Trump sur le rétablissement de la science de référence? Et Jay Bhattacharya, le directeur du NIH, a dit qu'il voulait s'assurer que le débat scientifique prenne réellement place. Il l'a clairement dit lors de sa nomination. Recevez-vous du soutien de ces institutions? Oui, eh bien, je dirais que oui, mais cela reste en arrière-plan pour l'instant. Jay est tout à fait conscient de ce que nous faisons. Et je suis sûre qu'il a lu les deux articles dont nous parlons. Nous en publierons bientôt un autre, en fait, sur l'oxydation. Je suis sûre que Robert en est conscient, mais tout va lentement au sein du gouvernement. Je suppose que tout est lié à une grande prudence. Il faut le faire avec beaucoup de prudence, car il y a beaucoup de mauvais joueurs dans ce jeu, et certains d'entre eux ont énormément de pouvoir. Mais revenons-en à cette équipe chargée de mener des attaques après la publication. Non seulement ils ne vous laissent pas commenter, mais ils sont les modérateurs de leur propre site. Et ils le font paraître exactement comme ils le souhaitent. Et c'est très très clair qu'ils n'attaqueront que les articles qui vont à l'encontre d'un certain discours. Et aujourd'hui, ils sont allés trop loin. Et je suis allée sur leur site récemment et ils sont en train de fabriquer des commentaires négatifs sur des articles évalués par des pairs toutes les heures. Il n'y a pas grand nombre de personnes impliquées dans cette affaire. Il s'agit de quelques personnes utilisant de nombreux pseudonymes et prétendant qu'il s'agit d'un vaste mouvement de foule inquiète. Tout ça n'est que du faux semblant. J'ai entendu parler de la mafia pub. En gros, ce sont quelques individus qui attaquent afin de rendre la vie des personnes comme vous très compliquée.
Et c'est un cauchemar, car ils y parviennent vraiment. Et nous ne pouvons rien y faire, car nous devons prendre le temps pour répondre si notre article est soumis à une enquête par l'éditeur. C'est ce qui s'est passé avec notre article, celui de Spyker, et il restera probablement dans la situation complexe d'une enquête, donc en suspens pendant 1 an ou plus. C'est une tactique qu'ils utilisent. J'ai un article que j'ai publié il y a des années sur les LNP. En gros, c'était simplement « voici ce qu'il en est de l'article sur les LNP ». Et je dois encore répondre à ces attaques stupides. Ces attaques sont vraiment stupides. Elles sont sans fondement et ils agissent de manière frauduleuse. J'ai écrit des articles sur mon Substack à ce sujet, si quelqu'un souhaite les lire, et ainsi de suite encore et encore. Et vous ne pouvez pas les ignorer, car si vous... Cela vaut la peine d'être mentionné. L'une des personnes qui prétend être un investisseur, Kevin Patrick, a déposé une plainte sur l'article de Spyker. Et Vaccine Mall, une personne sur Twitter, a montré que cette plainte était complètement inventée. Il a utilisé l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il a invoqué comme excuse. « Oh, je suis désolé, j'ai utilisé l'IA pour rédiger quelques plaintes et je les ai envoyées au journal. » Mais il s'est avéré que cette réponse de l'IA était une hallucination, donc le commentaire n'existait pas vraiment. Ils utilisent des outils d'IA pour spammer les revues avec toutes leurs menaces, puis leur proposent un logiciel pour les aider. Et à moins que vous n'alliez vérifier chaque commentaire, et ils font ces commentaires tout le temps, vous ne pouvez pas les vérifier tous, à moins que vous n'utilisiez également l'IA, à moins que vous ne vérifiez ou que les auteurs vous disent qu'il s'agit d'une plainte frauduleuse déposée sur un site web au comportement cartélistique, les éditeurs ne le sauraient jamais. Et c'est ce que je disais avant qu'on passe à l'antenne. Kevin, David et moi avons déclaré légitimement à l'éditeur et au rédacteur en chef de chaque élément, chaque note, chaque fichier PDF envoyé en expliquant tout ce qui s'est passé. Cela me semble très étrange et Kevin poursuivra ma réflexion, mais l'enquête sur notre article n'a pas immédiatement annulé, du style « rappelle tes chiens, mec », car les éléments avancés ne reposent même pas sur des faits réels. Ils ont repris une citation tirée de cet article que nous avions utilisé comme référence, et ils ont inventé une autre citation générée par l'IA. Et c'est pour cette raison que l'enquête a été ouverte. Oui, et je pense que la raison pour laquelle cela s'est compliqué, c'est qu'il n'est pas juste de dire que tout ce qui se trouve sur PubPeer est faux parce qu'ils trouvent effectivement des erreurs dans certains articles, mais ils utilisent cela comme faire valoir un camouflage pour masquer leur véritable ambition. Ils ont tendance à s'intéresser à certains articles qui pourraient être des articles réellement et manifestement fabriqués à la chaîne, des produits fabriqués en Chine, c'est-à-dire regardez toutes ces contrefaçons, et ils ont raison à ce sujet. Ils ont raison sur certains points, mais depuis 2020, vous pouvez voir que le site vraiment a changé d'objectif. Il s'en est pris à Didier Raoult, ils s'en sont pris à Sabine Hazan sur l'ivermectine, ils sont très défensifs sur l'article sur l'origine du Covid, et ils ont bien soutenu l'étude de Surgisphere Lancegate. Depuis 2020, un véritable parti politique est apparu sur le site en soutenant un narratif particulier contre un autre. Il y a même des gens qui publient sur Twitter des commentaires mentionnant qu'ils vont attaquer nos publications qui ne sont pas encore publiées. C'est signe que c'est vindicatif. Ces articles, nous ne les avons pas encore publiés et ils prétendent qu'ils vont les attaquer. Ce n'est pas une préoccupation scientifique légitime, comme l'article n'est pas encore publié. Cela veut juste dire nous ne t'aimons pas et tu es sur notre liste. De plus, il y a un prix de $5 000 si quelqu'un arrive à faire rétracter un article, c'est vrai. C'est un email et je mets des réserves sur cet email simplement parce que je ne peux pas vérifier la source. Jess fait donc référence à certains emails qui ont été publiés sur Twitter dans lesquels il y a une offre de service contre paiement. Oui, c'est le mail de Magazinov, le russe, n'est-ce pas ? Oui, c'est possible, oui, je pense que tu as raison. Je n'ai pas été en mesure de vérifier si quelqu'un avait trafiqué ces images ou non, mais beaucoup d'entre eux ont des comptes Patreon bien financés et nous ne savons pas par qui. Et s'il y a un jour une plainte RICO, c'est le premier endroit où ils iront chercher. Ils vont auditer tout donateur abonné sur Patreon afin de déterminer qui paie ces personnes et enquêter sur l'éditeur de logiciels, car le PDG de la société de logiciels est également présent sur PubPeer et dépose des milliers de plaintes contre des journaux afin que les revues scientifiques se trouvent dans le besoin d'acheter son logiciel.
Donc tout le temps que vous passez à répondre à cela, ce que vous pourrez appeler la guerre politique, vous ne le passez pas à faire de la science, vous ne le passez pas à discuter avec les régulateurs. Les conséquences sont nombreuses avec bien des pertes de chance pour les patients. Il faudrait donc examiner la responsabilité d'un éditeur comme PubPeer ou un magazine s'ils ne parviennent effectivement pas à gérer correctement un processus d'évaluation par les pairs ou s'ils ne publient pas quelque chose. Ils pourraient finir par avoir une responsabilité éditoriale. Je voudrais peut-être faire un parallèle avec la propriété intellectuelle. J'ai vu récemment beaucoup d'outils IA qui créent des images ou des maquettes, mèmes, etc. Les gens se demandent pourquoi ils ne revendiquent pas la propriété intellectuelle. Si Grok ou une autre IA crée une image scandaleuse de Keir Starmer, par exemple, il pourrait, en étant lié ou impliqué dans un procès, se voir reconnaître une part de responsabilité. En fait, lorsque certains de vos pairs empêchent la publication, ils ont une part de responsabilité dans le processus éditorial et la transmission d'informations. Et c'est peut-être ainsi qu'il faut considérer la responsabilité qu'ils ont envers les patients. Parce que si les grands GAFAM ne revendiquent pas la propriété intellectuelle concernant des commentaires ou des images scandaleuses, la question se pose de savoir pourquoi les éditeurs ne font pas de même et ne laissent pas la science ouverte et le débat ouvert sans aucune censure éditoriale. J'aimerais faire un commentaire à ce sujet. C'est l'idée de Kevin, mais je pense qu'elle est probablement bonne. Ce n'est pas vraiment à propos de la propriété intellectuelle, mais davantage à propos du droit d'auteur. Si l'un de ces génies maléfiques voulait concevoir un excellent modèle commercial, ce serait le processus d'évaluation par les pairs et faire équipe avec ces personnes qui sont déterminées à faire retirer les travaux qu'ils n'aiment pas et pas ceux qui ne sont pas scientifiquement fondés parce qu'ils reçoivent des milliers de dollars de notre part à chaque fois que nous publions quelque chose. Et aussi, ils obtiennent les droits d'auteur et nous obtenons une rétractation. Et avec viennent les problèmes, la pression. Vous subissez les tracas et la pression. Le rejet d'un article avant publication ne donne pas lieu à un paiement et donc aucun argent n'est échangé dans cette phase du rejet des articles. Je ne pense pas que les gens comprennent cet aspect de l'évaluation par les pairs. Lorsque vous soumettez un article, les éditeurs sont les gardiens ultimes. S'ils l'apprécient, ils le soumettent à un examen par les pairs. S'ils ne le font pas, ils vous diront d'aller voir ailleurs. À ce stade, aucun échange d'argent et aucun droit d'auteur. Dès qu'ils acceptent de l'examiner, ils acquièrent les droits d'auteur et facturent leurs services de 3 000 à 5 000 $ pour l'examen. Il est beaucoup plus efficace de laisser passer les documents que vous n'aimez pas, prendre l'argent associé, prendre les droits d'auteur, puis d'assassiner publiquement leur contenu et l'auteur après coup, plutôt que de le rejeter à l'étape d'évaluation préliminaire. Je ne suis pas optimiste que les éditeurs brandissent le drapeau blanc et disent qu'ils vont devoir respecter les droits de propriété intellectuelle des auteurs, car ils l'ont déjà pris tout simplement. Ce que vous dites, c'est que le jeu dans l'industrie de l'édition, et plus particulièrement la phase postérieure à la publication, où l'objectif n'est pas aligné ou respectueux de la science ouverte? Eh bien, c'est un goulot d'étranglement. C'est exactement ce qu'ils veulent que l'on perçoive comme étant la science qui franchira le goulot de sélection. Il y a clairement un conflit ici, car depuis la création de PubPeer, de nombreuses revues ont décidé de mettre en place des équipes d'enquête pour mener des enquêtes comme pour notre article. Il n'y avait pas ça avant. Et les personnes qu'ils recrutent pour ces équipes chargées de l'intégrité de la recherche sont des personnes qui commandent fréquemment sur PubPeer. Il y a donc ici un cercle qui semble impliqué dans des activités de racket à l'endroit où ils auraient dû installer un pare-feu. Les personnes participant à la recherche
C'est pour ça que vous parlez de RICO, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une forme de racket. Il semble y avoir un modèle de racket mafieux et vous voulez vous assurer qu'il y a une enquête. Lorsque j'ai parlé au professeur El-Derry, il a mentionné que quand il s'est adressé aux autorités au sujet des attaques qu'il subissait, je lui ai demandé s'il recevait un certain soutien des autorités et il a répondu « Non, je n'en ai pas. Je n'ai pas fait appel à un avocat car je pense qu'il faut élargir considérablement le champ d'action. » Une enquête bien plus large, impliquant plusieurs agences, car il s'agit en fait d'une opération transfrontalière qui implique des personnes en Allemagne en dehors des États-Unis. Et si la FDA ou le NIH menait une enquête ou si le ministère de la Justice, le ministère de la Justice a enquêté sur un certain nombre de revues scientifiques aux États-Unis. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'informations depuis un certain temps, depuis mai dernier. Avez-vous des informations à ce sujet? Non, je n'en ai pas. Je pense qu'El-Derry a peut-être raison sur ce point et que la SEC doit probablement intervenir parce que nous pensons que cela est lié à la réglementation des marchés financiers et que cela est fait pour affecter certains cours boursiers. C'est clairement transnational. Je ne sais pas quelle autorité juridictionnelle certaines agences américaines peuvent avoir sur des personnes en Allemagne qui participent à cette initiative. Eh bien, ils n'en ont probablement pas, ce qui explique sans doute pourquoi. Écoutez, je ne sais pas si une plainte RICO est envisagée à l'avenir et personnellement, je ne pense pas que cela va arriver de sitôt. Je peux me tromper, car il y en a bien qui intentent un procès. L'AAP, c'est une affaire très importante car Children's Health Defense poursuit l'Académie américaine de pédiatrie sur le fondement RICO parce qu'elle accepte des financements de l'industrie pharmaceutique puis donne de très mauvais conseils en matière de vaccination. Et cela ressemble beaucoup à ce qui se passe ici. Et je soupçonne qu'ils utiliseront cette affaire comme précédent contre ce qu'ils vont faire envers les journaux scientifiques. Et RFK a mentionné qu'il avait les journaux dans leur ligne de mire. Et Ron Johnson est très impliqué dans cette affaire. Il surveille de très près la manière dont ces revues réagissent, car s'il y a des signes indiquant une telle suppression délibérée d'informations, si vous pouvez relier cela aux intérêts financiers des gens, alors ils vont probablement tomber dessus. En parlant du sénateur Ron Johnson, il a soumis notre document sur l'ADN avec David Speaker au registre du Congrès. Donc, s'il parvenait à retirer cet article, ce que je ne pense pas, car ironiquement, en raison de tout ce qui s'est passé, tout est enregistré, donc observable. Il aurait beaucoup d'explications à donner. En gros, je pense maintenant qu'il est protégé. Je ne pense pas du tout qu'ils vont réussir à obtenir cette rétractation. Je peux me tromper, il y a beaucoup de force en présence derrière. Ce serait une cérémonie, car c'est devenu un problème public et cela aura des répercussions sur la revue scientifique qui sera éclaboussée. Et les gens qui ne se plongent pas dans toute cette histoire risquent de la rejeter. Un certain pourcentage de personnes rejettera cette idée d'emblée, mais je pense que l'important, c'est que les articles ne vont pas s'arrêter. Il y en a beaucoup après celui-là qui vont continuer à arriver et la reproduction continue. Et toute partie de l'évaluation par les pairs, car l'évaluation par les pairs n'est pas que le coup d'envoi de la science. Ce qui compte et importe vraiment, c'est la reproduction des résultats. Et cette reproduction joue en notre faveur. Il y a beaucoup plus de gens qui ont trouvé comme nous que ceux qui ne l'ont pas trouvé. Ce que vous dites, c'est que vous avez fait votre étude sur des lots de vaccins japonais et vous souhaitez probablement reproduire cela sur des flacons provenant d'Europe ou des États-Unis? Oui, le Japon nous intéressait principalement parce que c'est le pays au monde qui a le plus vacciné avec l'ARN messager. Je pense qu'ils en sont maintenant à 8 doses et 13% de la population en a reçu 7. Et certains des signaux les plus clairs d'une surmortalité liée au vaccin viennent du Japon. Un autre article que PubSmear a pris pour cible est celui de Miki Jibo, qui a souligné les problèmes au Japon. Mais c'est un article très important qui a été retiré sans raison logique. Ils n'ont tout simplement pas aimé ce qui y était écrit. Yeah, and for people who, sorry, just a comment. Yeah, just a comment about Oui, juste pour retraction. commenter It's la so funny rétractation. how like we're just throwing it around like it's C'est you know, it's tellement this thing drôle that de voir happens, toute but cette people should be histoire aware mise sur that la this table. is Et a c'est ce que really l'on voit nice arriver. flare. Mais les gens doivent savoir qu'il s'agit d'un
Puis-je dire un gros It's mot? a big shit Une stain rétractation, on c'est the une resume grosse or tache the sur le CV CV of d'un a chercheur scientific scientifique. researcher. Disons que Let's just je say I voulais wanted to postuler. apply for Si je voulais avoir mon you propre know, laboratoire dans un a institut de recherche if I wanted to own my prestigieux, own lab in ils some examineraient fancy mon CV. research Et s'ils institution, découvraient and que they j'ai des looked at my rétractations CV, dans mon and CV, or they cela found out pourrait I had probablement retractions on my m'empêcher records, it would d'obtenir ce probably poste. prevent me from C'est getting that grave, job. car Like techniquement, it's a serious une thing because rétractation, a c'est retraction censé technically impliquer is une supposed to fraude involve ou du fraud or plagiat ou plagiarism or quelque something chose like a comme really un très gros really problème en bad matière de no-no publication in terms of en sciences publishing, fondamentales. you know, Donc, primary le fait science. que ce soit So juste the fact une that this is nouveauté, just surtout depuis it's just like 2021, au cas new où cela the new intéresserait thing quelqu'un, since j'ai especially récemment since 21. publié un I article just in sur case people want to Substack look, I published a qui Substack recently that montrait showed le the taux de retraction rates rétractation qui like monte en skyrocketing flèche in en 2021 2021. and Et it's ça still continue going up. d'augmenter. Ce n'est pas quelque chose qui It's devrait se not something passer. that should just Cela devrait se produire de happen. manière It should happen authentique. Et bien authentically. sûr, And nous of avons course, you know, simplement besoin d'un meilleur we système. we Nous just avons need a besoin better d'un system. We need système a more plus transparent transparent. system. We need Nous honest avons besoin de people. personnes honnêtes. And we Et nous devons absolutely, like, absolument going back to revenir the, sur le principe des the portes revolving tournantes. door, Nous avons besoin de concept. We need personnes people qui who n'ont rien à have voir nothing to les do unes with each avec les other autres to pour gauge, évaluer la you know, pertinence the des plaintes fitness of the contre complaints l'article. against Par the exemple, article, vous for ne pouvez example. pas Like, avoir you can't les have the mêmes same personnes qui people formulent making les the plaintes complaints et qui being the prennent les decision décisions, makers, which ce could qui be pourrait être what's le cas happening ici here la half moitié of the du time. temps. I mean, who Qui sait? knows? So, Oui, et en complément à cela, Jess, c'est que la science, en fin de compte, s'est posée des questions, n'est-ce pas? Vous formulez une hypothèse et vous la réfutez ou vous la réfutez pas. Et ce que nous voyons actuellement sur PubSmear, c'est qu'il s'attaque aux articles hypothétiques. Sabine Hazan a donc rédigé un article présentant une hypothèse suggérant l'utilisation de l'ivermectine dans le traitement du Covid. Ils essaient même de supprimer les hypothèses, ce qui montre bien qu'ils ne sont pas scientifiques, ils sont anti-science. Ils ne veulent pas que certaines questions soient posées. Dans son travail récent, Elderi a publié un article présentant une hypothèse. 2 articles publiés dans OncoTarget ont été visés par cette attaque des DOS. L'un était celui où Charlotte parlait de toutes les nouvelles formes de cancer et les turbocancers. Il s'agissait davantage d'un document de réflexion. Le deuxième était celui de Wafik, qui parlait d'une hypothèse reliant le Covid à une autre infection virale, ce qui pourrait entraîner des effets indésirables en raison d'une certaine synergie avec cet autre virus. Ils essaient aussi de faire retirer ces articles. Nous avons donc ici un système qui ne permet pas la formulation d'hypothèses scientifiques. C'est clairement anti-science. Cela montre que la science n'est pas leur objectif en matière d'intégrité de la recherche. Leur objectif est d'atteindre politiquement les gens. yeah, which is ironic because they're called. Yeah, go on, Jessica. It's ironic because one of the main. C'est ironique car l'un des principaux modérateurs de PubPeer est un prétendu responsable de l'intégrité scientifique qui est très apprécié internationalement. Elle reçoit des récompenses pour cela. Yeah, you can have Apparently, that. she can read into crystal balls. Oui, apparemment, elle sait aussi lire dans les boules de cristal, car elle peut identifier les doublons à partir de diverses images. Well, Elle she utilise uses ImageTwin pour cela. Now she got. Il y avait un article dans Vanity Fair qui stipulait simplement qu'elle avait un don naturel pour cela. Elle n'avait pas besoin d'images pour cela. Well, she's not using her gift Elle n'utilise very pas well, très bien I son would don, say je that. tiens à le So that's préciser. Nous Nous avons écrit qu'elle était capable de voir les doublons alors qu'il n'y en avait pas, y compris en consultant ses propres documents. En fait, le problème, c'est le logiciel qu'ils essaient de vendre. Le site n'a publié aucun taux de faux positifs ou de faux négatifs. Nous ne savons donc pas combien de personnes ils condamnent à tort et combien d'articles ils ratent réellement. Et c'est un système logiciel de type boîte noire. Comme Jess le souligne, cette personne a un peu une histoire opaque avec l'entreprise pour laquelle elle travaillait, qui a fait l'objet d'une enquête par le yeah, FBI. Ubiome. Oui, Why I Ubiome, think c'est she pourquoi has je a beef pense with qu'elle a un Sabine. problème avec By the Sabine way, I Hazan. tried to use Au fait, ImageTwin, and j'ai you have to essayé pay for d'utiliser it. So they're ImageTwin, mais also c'est making payant. money off Ils that. gagnent donc aussi de l'argent grâce à cela. Il y a un informaticien français, un spécialiste, Charles Vidal, qui a créé un logiciel libre à ce sujet. Il a analysé ImageTwin à l'aide de différentes techniques pour démontrer que les problèmes des duplicata n'en étaient pas. Nous avons donc publié un article sur François.
très intéressant. C'est dans sa phase préliminaire et ils essaient de le rendre disponible afin que les gens puissent comparer et vérifier si ces doublons sont réellement des doublons ou s'ils pourraient être des faux positifs, comme tu l'as dit, Kevin. Je pense que nous arrivons presque à la fin de cette interview. Nous avons beaucoup parlé de vos propres articles et de votre expérience. La contamination et les problèmes liés à l'impossibilité de faire présenter cette étude aux régulateurs, ou du moins ce à quoi vous êtes confrontés, ainsi que les complications que vous rencontrez, les critiques de la communauté scientifique ou les attaques dont vous faites l'objet. C'est probablement le moment de conclure et nous laissons habituellement le mot de la fin à nos invités. Donc, quoi que vous vouliez dire, quoi que vous pensiez que les Français doivent savoir. Ils ne connaissent probablement pas votre travail très bien, mais j'espère qu'ils le découvriront avec cette interview. S'il y a d'autres questions, nous pouvons envisager une interview de suivi à ce sujet. Mais je tiens à vous remercier sincèrement pour votre temps. Et Jessica et Kevin, s'il vous plaît, allez-y. Je terminerai en disant que la transparence et l'évaluation par les pairs sont vraiment importantes. Et c'est ce que nous devons nous efforcer d'atteindre. Et pour conclure, voici un exemple concret. L'une des personnes qui nous a poursuivis après cette histoire de contamination de l'ADN, cet individu, Ralph, s'est fait connaître dans le domaine pour avoir poussé au retrait du marché du vaccin Johnson & Johnson. Il a publié un article montrant que ce vaccin a tendance à atteindre le noyau, ce qui déclenche cette cascade de coagulation. Et le monde a été amené à croire que cela n'arrive qu'avec Johnson & Johnson. Je pense que ce qui l'effraie tant dans notre article, c'est que nous démontrons que l'ADN contenu dans les vaccins Pfizer comporte des séquences de ciblage nucléaire et donc il fait la même chose. Je pense que si vous examinez les travaux de Joseph Freiman, vous verrez que Johnson & Johnson n'est pas le seul vaccin à poser des problèmes de coagulation. Les vaccins ARN messagers se posent également. D'une certaine manière, l'industrie a bénéficié d'un refuge où ce problème n'existerait pas et donc que le Pfizer est sûr à utiliser contrairement à Johnson & Johnson. Maintenant, Johnson & Johnson a été retiré du marché. Nous n'avons plus autant de données sur l'occurrence de ces effets indésirables. Mais si vous regardez les vaccins à ARN messager, vous constaterez que les effets indésirables les plus fréquents sont liés à des embolies, aux accidents vasculaires cérébraux, à l'insuffisance rénale aiguë. Ce sont tous des problèmes de coagulation, ok ? Et cela pourrait être lié au même mécanisme que Ralph a souligné. Chapeau bas à Ralph pour avoir souligné ce point. Mais je pense que son parti pris est mis à jour ici et sa thèse s'effrite lorsqu'il constate qu'il existe des preuves que cet ADN peut entraîner ce matériel vers le noyau et créer la même cascade de coagulation à l'intérieur des vaccins ARN messagers. Il explique également des preuves dans le cas de la myocardite déclenchant la voie Segasting. Il y a donc un contaminant dans les vaccins qui est 100 fois supérieur à ce qu'on nous a dit et à la limite qu'ils ont mis en place. Je pense que c'est vraiment important que les gens sachent que cela doit être réévalué. La limite de 10 nanogrammes fixée par la FDA et dans une certaine mesure par l'EMA n'a pas été dérivée des vaccins liés à la transfection. Il a été dérivé de vaccins qui injectent de l'ADN nu dans le corps. Et nous sommes d'accord avec eux. Cela a alors une demi-vie courte. Mais une fois qu'il est dans un LNP, il pénètre dans les cellules 100 fois plus facilement. C'est un jeu différent et cette limite est probablement erronée et inappropriée pour les vaccins à base de transfection. Nous avons montré que c'est pour cette raison que les gens passent à côté de cela par un facteur 100. Nous devrions également garder à l'esprit que les limites que nous avons en vigueur aujourd'hui ont été élaborées il y a plusieurs décennies. Nous disposons de tous ces outils de séquençage de nouvelle génération qui permettent de définir facilement pour un coût très faible aujourd'hui ce que contient chaque vaccin et nous devrions les utiliser. Je terminerai simplement en disant que plus il y a de données, mieux c'est. Il vaut mieux toujours disposer de plus de données et d'une plus grande transparence. Nous disposons aujourd'hui de meilleurs outils pour mesurer cela. Il est temps de réévaluer si ces limites fixées dans le passé s'appliquent à juste titre à cette plateforme. Je parle français, mais c'est Oui, pas et parfait. je tiens simplement à I tirer think mon that chapeau à la the fact France that et you au peuple guys, français. 80, what Au is it, fait, j'adore 81% votre pays. are Je pense que le looking fait for que answers right now and 81% cherchent would, des réponses have dès maintenant et seen ont with vu their de own leurs eyes propres yeux or ou vécu experienced with their eux-mêmes dans own leur vie quotidienne des day-to-day personnes living, confrontées à de nouveaux people cancers, chez dealing des with jeunes, new des cancers cancers, rares. young people, Alors, rare vous êtes sur la bonne cancers. voie. You J'étudie les guys données are de on the right track. pharmacologie Listen, parce qu'il est important pour I moi de do
parler pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer ou qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, car toutes les données de pharmacovigilance ont été ignorées pendant 5 ans et continuent d'être ignorées. Il existe des centaines de millions de rapports faisant état d'effets indésirables allant de la fièvre au décès. Ce ne sont pas des données statistiques, ce sont des personnes. Chaque personne qui a rempli l'un de ces rapports a reçu un vaccin. Tout d'abord, ils ne sont pas anti-vaccins. Et si vous faites partie de la majorité qui a reçu 2 ou 3 doses en France, et maintenant que vous vous posez des questions, je vous applaudis et je vous tire mon chapeau. Vous faites exactement ce que vous devez faire. Exigez des réponses et nous vous soutiendrons. Nous ferons toutes les recherches scientifiques nécessaires pour répondre à toutes les questions qui se posent. Nous n'avons pas peur et nous ne ralentirons pas, malgré toutes les attaques et la pression, car nous faisons simplement ce que nous avons toujours fait. Nous nous soucions de la science, nous nous soucions de l'intégrité, nous nous soucions de la vérité et nous nous soucions des gens. Alors bravo. Eh bien, merci beaucoup Jessica et Kevin pour votre temps et pour cette très longue interview au sujet de votre article sur les implications et les conséquences. Et je serai très heureux de vous revoir si nous avons de nouvelles questions, des questions plus spécifiques, des commentaires positifs ou négatifs. Merci beaucoup, passez une très bonne journée. You too.